Bonjour à tous, c'est Félie, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ce deuxième épisode des Jardins de résistance, consacré à un sujet fondamental dans tous les sens du terme, puisqu'il s'agit du sol. Alors, la pensée du jour, si tu veux un beau jardin, ne cultive pas les fleurs, cultive ton sol. Parce qu'en effet, c'est du sol que tout part, et s'il est en bonne santé, le jardin sera en bonne santé. A l'inverse, on aura beau chouchouter les fleurs, les tailler, les nanas, etc. Si le sol est en mauvaise santé, le jardin ne sera pas beau. Alors je parle de santé, parce qu'en effet, le sol est vivant. Et c'est ce que nous allons voir tout le long de cette vidéo, dont voici le sommaire. Nous allons commencer par une définition du sol. Nous poursuivrons en deuxième partie avec la naissance du sol, comment naît un sol et comment peut-il mourir. Puis nous verrons les interactions entre les minéraux, la flore, la faune et les micro-organismes, toutes ces interactions qui rendent le sol vivant. Après cela, nous verrons différents types de sols, quels sont les différents types de sols et quelles sont les préférences des plantes. Puis nous verrons ce que c'est qu'un sol équilibré au jardin, comment l'obtenir et comment l'entretenir. Ensuite, nous verrons ce que nous pouvons faire lorsque nous jardinons en pot sur un balcon, une terrasse, une petite cour. Et enfin, je vous emmènerai dans mon jardin pour voir le sol qui est en cours de reformation et mes actions. Je vous mets ce sommaire avec les liens cliquables pour chaque partie dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les retrouver si besoin. Bien sûr, le sujet du sol, c'est un sujet très vaste et je ne vais pas pouvoir le traiter de façon exhaustive dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me poser des questions et aussi à me suggérer des idées de petites vidéos courtes sur un sujet précis si vous voulez que je creuse plus quelque chose dont j'aurais juste à parler vite fait dans la vidéo. Et à propos de creuser plus, partons maintenant à la découverte du sol. Dans le langage commun, le sol est tout ce qui se situe sous une ligne tirée à la surface de la terre. Quand on parle de jardinage, le sol désigne plutôt la couche supérieure de ce monde souterrain, celle qu'on peut cultiver. Quand on dit travailler le sol, nourrir le sol, etc., ça concerne la couche de surface. Mais les autres en dessous sont importantes aussi. Sous nos pieds, il y a 3 couches. Le sol, le sous-sol et la roche-mère. Tout au fond, on trouve la roche-mère. C'est la couche géologique, uniquement minérale. Selon l'histoire géologique du lieu, sa nature varie. Ça peut être du calcaire, du grès, du granit, du sable, de l'argile à silex, etc. Parfois, elle affleure en surface, comme en montagne, où le rocher est souvent à nu et le sol peu épais. Alors, le sol au-dessus, c'est l'endroit le plus riche en vie. Ces petits nuages que j'ai dessinés signifient qu'il y a de l'air à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la couche aérobie, de aéro, air et de bi, vie. Cet air est vital aux créatures qui y vivent. Alors, on y trouve des bactéries, on y trouve des arthropodes, des insectes, des petits vers, des vers de terre, qu'ils soient en profondeur ou en surface. Et des mycorhizes aussi, voilà, les petites mycorhizes. Dans le sous-sol, on trouve d'autres formes de vie. Dans cette couche-là, l'air est absent. C'est ce qu'on appelle la couche anaérobie. Et les bactéries qu'on y trouve sont anaérobies aussi, c'est-à-dire qu'elles vivent sans air. C'est important pour elles. Toutes ces petites flèches qui vont du haut en bas, c'est les échanges entre les différentes couches, grâce aux bactéries et à la vie du sol. Ça permet donc d'aller de faire des échanges d'eau, d'air et de nutriments et de minéraux entre la profondeur et la couche de surface dans laquelle poussent les plantes. Donc là, je vous dessine plusieurs types de plantes avec des petites herbacées avec des racines peu profondes. Là, c'est un arbuste avec des racines qui vont un petit peu plus loin. Et généralement, les plantes restent dans le sol supérieur, mais certaines, dont les arbres, savent descendre très profond et peuvent même dégrader elles-mêmes les minéraux de la roche-mère pour s'en nourrir et les faire remonter à la surface. Sinon, c'est les bactéries de la couche anaérobie qui s'en occupent. Voilà, et au bout des racines, il se passe plein de choses qu'on verra tout à l'heure.
Sur la surface du sol, il y a une fine couche de matière organique en cours de décomposition qu'on appelle la litière. Et comme notre peau protège nos muscles et nos organes, elle protège le sol. Et elle nourrit peu à peu aussi le sol et les créatures qui y vivent. La couche géologique a beau être tout au fond, elle a une grande influence sur ce qu'on voit à la surface. L'occupation du sol et le paysage sont un reflet de la nature géologique d'un lieu. Donc là, je vous dessine une couche géologique très très profonde qui a eu un plissement dans le passé. Par-dessus, une couche d'argile à silex qui a subi le même plissement en même temps que la couche supérieure, l'argile à silex. À la suite de ça, bien longtemps après, la mer est arrivée jusque-là et des milliards de petites bestioles à coquilles ont fini par mourir et leurs coquilles étant en calcaire, s'est déposé au fond et donc de façon horizontale, ce qui fait que maintenant on a un sol calcaire horizontal qui comble les creux des couches inférieures. Par là-dessus, une grande forêt a poussé. Donc là, je vous raconte, c'est une situation réelle. Une grande forêt a poussé, très bien, dans les temps préhistoriques, on va dire. Et vous voyez que l'argile à silex affleure à certains endroits de la forêt. Quand l'homme est arrivé, à l'époque gallo-romaine et même ensuite du Moyen-Âge, il y a eu des grands défrichements. Et ils ont défriché la forêt sur le sol calcaire parce que c'était un sol très propice à la culture des céréales. Ce qui fait que aujourd'hui, à cet endroit-là, sur ce plateau calcaire, il y a des céréales et c'est la Beauce en fait. On est dans la Beauce. Par contre, ils n'ont pas défriché la partie qui était sur l'argile à silex parce que là, le sol n'était pas du tout propice à la culture de céréales. Donc, ils ont laissé les arbres qu'il y avait, ils ont laissé la forêt. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au milieu, dans la Beauce, dans ce coin de Beauce, on a des champs et au milieu des champs, on a une forêt. Et je vous montre la photo aérienne. Voilà, il s'agit de la forêt de Marchenoir dans le sud de la Beauce, dans le Loir-et-Cher. Voilà, et on a le plateau calcaire et l'argile à silex qui font qu'au-dessus, on n'a pas le même paysage et pas les mêmes plantes. Voilà pour souligner l'importance de la géologie. Alors d'accord, le sol est une entité complexe avec plusieurs couches, chacune a sa fonction précise. Il y a des interactions, l'air circule, l'eau circule, les nutriments. En fait, c'est comme dans un être vivant. Et c'est pour ça qu'on dit que le sol est vivant. Et comme les êtres vivants d'ailleurs, le sol naît, meurt, peut être malade. Et d'ailleurs, dans les temps très reculés, il n'y avait que la roche nue. Il n'y avait pas de sol au début. Alors, comment naît un sol? Et comment aussi peut-il mourir? C'est ce que nous allons voir maintenant. Au tout début, on a les algues et les lichens qui commencent par dégrader la couche minérale. Puis par-dessus se mettent les mousses, qui sont les premières plantes. Elles profitent des premières particules décomposées par les lichens pour s'installer. Grâce aux mousses peuvent s'installer des petites herbacées, très petites parce que le sol est très très peu profond, et autour d'elles un petit cortège de bactéries, de petites créatures qui s'y abritent. Petit à petit, la surface du sol commence à se déliter, c'est le rôle des petits traits là. Et grâce à ce délitement, le sol un tout petit peu plus profond peut accueillir des plantes toujours herbacées un petit peu plus grandes. Ces plantes font des fleurs, peuvent faire des graines qui se mettent dans le sol et se reproduisent, etc. Et autour de ces plantes, un nouveau petit cortège de bestioles s'installe. Tout ça, ça se fait en même temps, toujours en interaction, toujours en profitant les uns des autres et en s'aidant les uns les autres. Et on a les premiers échanges entre la surface et le sol. On avance toujours et maintenant le sol est assez profond et assez nourrissant pour que des petites plantes ligneuses, donc qui font du bois, s'installent. Et petit à petit, ce sont les arbres qui s'installent les plus grands, qui peuvent aller eux beaucoup plus profonds.
Et à ce moment-là, le délitement du sol, lui, est assez prononcé pour qu'il y ait une couche aérobie et une couche anaérobie qui se forment par-dessus la roche-mère. Donc là, on voit encore autour des racines des arbres, voilà les mycorhizes qui se mettent en place, les relations d'une plante à l'autre, avec des petits vers et tout ça qui s'installe. Alors, en Europe de l'Ouest, l'évolution naturelle, et ça c'est la litière qui s'installe aussi, l'évolution naturelle, c'est la forêt. Le sol, il finit par donner une forêt si on ne fait rien, sauf dans les endroits un peu particuliers comme les reliefs très escarpés, la très haute montagne, les endroits extrêmement humides, mouillés, où là, les arbres ne peuvent pas s'installer. Voilà. Et là, on arrive avec les racines les plus profondes qui peuvent plonger jusqu'à la roche-mère. Et on retrouve donc la même organisation que sur le dessin que je vous ai fait précédemment et qu'on voit là sur la gauche du dessin. Donc là, voici les bactéries anaérobies, celles qui sont trop profondes pour avoir de l'air et qui font les échanges entre le haut et le bas, après les échanges entre le sous-sol et le sol, et les échanges entre le sol et la surface. Un sol en bonne santé a une composition équilibrée entre les matières minérales et les matières vivantes. On appelle cet équilibre le complexe argilo-humique et dans l'idéal, il est fait de 25% d'eau, 25% d'air, 2 à 5% de matière organique et 45% de minéraux, les argiles, les limons, les sables, en proportion variable selon la nature du sol. Pour être équilibré, pour se maintenir comme cela, le sol doit être couvert de végétation. Ces couches doivent être bien définies et pas perturbées et avec une vie suffisante pour favoriser les échanges entre les couches. Par contre, si l'un des éléments est perturbé, l'équilibre de l'ensemble vacille. Par exemple, dans l'agriculture, on sait maintenant que les labours profonds perturbent l'activité du sol et le mettent en grave danger puisqu'ils renverse les couches, mettant la couche anaérobie en plein air et enterrant la couche supérieure. Un sol déséquilibré se dégrade et devient une matière morte, de la poussière minérale. Il peut aussi disparaître concrètement, par exemple avec l'érosion du vent, ou être emporté par les pluies, car il ne les absorbe plus, ou bien mourir d'empoisonnement si on déverse des produits toxiques qui tuent les organismes vivants. En fait, de nombreuses catastrophes naturelles viennent du fait qu'on a maltraité le sol sans en prévoir les conséquences. On peut penser par exemple aux coulées de boue, aux glissements de terrain, aux inondations. Il y a plein de choses comme ça qui sont dues à une mauvaise connaissance du fonctionnement du sol et qui auraient pu être évitées. Encore une fois, tout est une question d'interaction et d'interdépendance. Et maintenant que nous avons vu les principes généraux, nous allons entrer un petit peu plus en détail pour voir ces interactions du point de vue chimique. Comment les plantes entre elles, avec les bactéries, avec les champignons, comment ça se passe tout ça? C'est ce que nous allons voir maintenant. Les plantes sont équipées pour respirer, se nourrir, croître et multiplier, éliminer leurs déchets. Elles ont besoin d'eau, d'air et de sels minéraux. Elles sont composées des atomes suivants: le carbone, en grande quantité, l'hydrogène en grande quantité aussi, et l'oxygène pareil en grande quantité. Après, en plus petite quantité, l'azote, N. Et ensuite, des sels minéraux, le phosphore, le soufre, qui fabrique l'ADN, le potassium, le fer, le calcium, le magnésium. Le carbone, l'hydrogène et l'oxygène sont combinés dans la plante pour se transformer en sucre, par exemple le glucose C6H12O6. Où et comment la plante prend les éléments chimiques dont elle a besoin pour vivre. Alors déjà, on va commencer par dessiner la plante de façon schématique, c'est-à-dire on a besoin d'une tige, on a besoin de feuilles et puis des racines. Ça, et puis bien sûr le sol, c'est le plus important. Donc en fait, le travail de la plante, c'est
de capter les éléments chimiques qu'elle trouve soit dans l'air, soit dans le sol, et de les décomposer et de les recomposer de manière à en faire des nutriments qui lui servent à elle. Dans l'air, elle prend le CO2 et elle rejette de l'oxygène dans le processus qu'on appelle la photosynthèse et qui est en fait la source d'énergie de la plante, un peu comme nous, nos calories. On a besoin de calories pour fonctionner et pour pouvoir bouger. Et la plante, elle a besoin de la photosynthèse, donc en fait, elle utilise le soleil pour transformer les éléments de l'air en sucre assimilable pour elle. Alors, dans l'autre sens aussi, elle respire la plante comme nous, donc elle absorbe de l'oxygène et elle rejette du dioxyde de carbone. Ça, c'est la respiration. Donc on voit que dans l'air, on a des échanges avec l'oxygène et le carbone. Et on a aussi une troisième chose, c'est l'évapotranspiration. Un peu comme nous aussi, hein, la plante rejette dans l'air de l'eau, H2O, par l'évapotranspiration. Alors l'eau, où est-ce qu'elle l'a captée? Cette fois, elle ne l'a plus captée dans l'air, hein, puisque dans l'air, il n'y a que carbone et oxygène qu'elle attrape, mais elle l'a trouvée dans le sol. Elle l'a captée grâce à ses racines dans le sol. Alors là, je vous fais le double chemin de la sève brute, la sève élaborée, ce qui monte et ce qui descend, les mouvements continuels de circulation à l'intérieur de la plante. Et on passe au sol. Que se passe-t-il dans le sol? Eh bien, la plante ne pourrait pas s'en sortir sans les micro-organismes qui transforment pour elle des éléments bruts en éléments assimilables pour elle. La plante absorbe des ions. Et c'est grâce aux bactéries qu'elle peut les avoir. Et à tous les micro-organismes du sol. Alors, dans le sol, elle prend de l'eau, H2O, c'est là qu'elle a aussi son hydrogène, puisque c'est un des composants essentiels. Elle y trouve les sels minéraux, qui viennent de la couche profonde du sol. Et j'ai oublié de le noter, ce sera marqué tout à l'heure, l'azote, bien sûr, qui est aussi, lui, transformé par des bactéries spécialisées qui récupèrent l'azote et le rendent assimilable par les plantes. Alors finalement, tout le monde se nourrit un peu des déchets, des excréments des autres, hein, parce que ce qui ne sert pas aux bactéries sert aux plantes, et puis la plante elle-même, à ses propres déchets, là je vous les mets, ça s'appelle les exsudats racinaires, c'est les éléments chimiques dont elle n'a pas eu besoin pour se constituer, et qu'elle va rejeter par les racines. Les mycorhizes, donc des champignons, adorent ces exsudats, et donc se calent sur les racines pour les récupérer. Et en faisant des liens comme ça d'une plante à l'autre, les mycorhizes permettent de faire passer certains éléments, des éléments qui ne servent plus à une plante, vers une autre plante qui, elle, peut en avoir besoin. Alors les mycorhizes peuvent, par exemple, favoriser la germination et la croissance d'autres plantes grâce à ça. Mais à l'inverse, il y a certains exsudats racinaires de certains arbres qui vont inhiber la croissance des voisines. C'est pour ça que sous certains arbres, on a du mal à trouver parfois d'autres plantes qui germent. Voilà, donc dans l'air, la plante prend le carbone et l'oxygène, et dans le sol, elle prend l'hydrogène, les sels minéraux, l'azote que j'ai oublié de marquer, et elle rejette les exsudats racinaires. Voilà, là j'ai rajouté l'azote. La matière organique tombée au sol est recyclée dans les organismes des insectes arthropodes vers de terre, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent par exemple des feuilles mortes, ça passe dans leur organisme, ou dans leur organisme il y a aussi beaucoup de bactéries super intéressantes, et ça sort en excréments. Et ces excréments-là sont extrêmement nourrissants pour les plantes. Donc on peut dire que chacun se nourrit en fait des excréments des autres. Nous aussi quelque part, puisqu'on se nourrit des plantes qui elles-mêmes se nourrissent, etc.
Alors parlons un peu des excréments de vers de terre. C'est ce qu'on appelle les turicules. C'est les petits tortillons qu'on voit dans la pelouse, dans l'herbe quand il a plu. Eh bien, il faut savoir que ces turicules sont environ 10 fois plus riches que la terre autour. Donc c'est un concentré de matière organique et de nutriments remarquables, parce que les vers de terre ont dans leur appareil digestif des bactéries très spécifiques et qui transforment toutes les matières organiques en or noir, en or brun, enfin en or de jardin. Et puisqu'on parle des vers de terre, il faut savoir qu'ils jouent également un rôle très important dans l'oxygénation de la terre grâce à leur galerie. 1 kilo de vers de terre remuerait environ 270 kg de terre par an. Donc c'est super important. Il arrive parfois que malgré la présence des bons éléments chimiques dans le sol, la plante n'arrive pas à s'en nourrir. C'est ce qu'on appelle un blocage chimique. Dans le jardinage, on parle très souvent de faim d'azote. Alors qu'est-ce que c'est que la faim d'azote ? Tout simplement, quand on étend sur le sol une trop grande quantité, ou disons une grande quantité de matière riche en carbone, par exemple du BRF, bois raméal fragmenté, c'est-à-dire des copeaux de bois, ou bien des branchages, des feuilles mortes. C'est des matières qui sont très riches en carbone et qui contiennent peu d'azote. Pour décomposer ces matières très riches en carbone, les champignons et les bactéries spécialisées ont besoin d'azote et elles récupèrent l'azote qu'il y a dans le sol, elles le réquisitionnent complètement et s'en servent pour cette décomposition. Et donc pendant qu'elles s'en servent, l'azote n'est pas rendu disponible pour les plantes qui ont donc cette faim d'azote et qui peuvent jaunir. Généralement, ça dure quelques mois avant que ça s'équilibre, parce qu'une fois que la matière carbonée a été bien absorbée par les micro-organismes, ces micro-organismes meurent, ils diminuent de nombre, donc ils meurent, et leur corps rejette l'azote qui est de nouveau assimilable par la plante. Alors certaines plantes, la famille des Fabacées, ce qu'on appelle les légumineuses, parviennent à tirer leur azote de l'air. C'est la seule famille. Et en fait, on se sert souvent de ces plantes-là pour amener de l'azote dans le sol. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, elles ont sur leurs racines des nodules dans lesquels vivent des bactéries fixatrices d'azote. Donc là, ce n'est pas la plante directement, on va dire, qui transforme l'azote de l'air, mais c'est les bactéries qu'elle abrite sur ses racines. Et en se décomposant, ces légumineuses, ces fabacées, relâchent l'azote qu'elles ont dans leur organisme, dans le sol, ce qui profite aux autres plantes. Et on se sert souvent de ces plantes pour enrichir le sol en azote. C'est très pratique. Si vous semez des petits pois ou des haricots ou des choses comme ça, quand ils sont terminés, quand la culture est terminée, coupez les pieds et laissez-les sur le sol et laissez les racines se décomposer toutes seules dans le sol et ça enrichira votre sol en azote. Donc les plantes ont absolument besoin d'un sol équilibré pour vivre, un sol plein d'êtres vivants qui interagissent avec les plantes et qui les aident à acquérir leurs nutriments. Cependant, même un sol très équilibré ne conviendra pas forcément à toutes les plantes, car il existe plusieurs natures de sol et les plantes ont aussi leurs préférences. C'est ce que nous allons voir maintenant. Les différents types de sols et les préférences des plantes. Alors il existe plein de types de sols, ça dépend évidemment de la nature géologique, du relief, si on a beaucoup d'eau ou pas, etc. Et donc on utilise plusieurs caractéristiques pour déterminer les types de sols et pouvoir ensuite mettre les plantes adaptées au sol. Alors on utilise le critère humidité, donc de sec à humide, le pH d'acide à basique, la teneur en matière organique, ça peut être pauvre, moyen ou riche en matière organique, les nutriments aussi, ça peut être pauvre, moyen ou riche en nutriments, et puis la texture du sol qui peut être sableuse, limoneuse, ça c'est les sols légers, très drainants, ou argileuse, ça c'est un sol lourd, avec toutes les combinaisons. Donc l'argile c'est très bien parce que ça retient l'humidité, et ça retient aussi les matières organiques. Le limon, c'est bien parce que c'est léger, c'est facile pour les plantes pour y mettre leurs racines, pour y tracer leurs racines. Mais par contre, ça retient moins bien l'eau et les matières organiques. Et puis sableux, ça allège aussi le sol, ça l'aère. Mais par contre, c'est
c'est aussi très, très pauvre généralement. Donc la plupart des sols ont un mélange de ces choses-là en quantité, en proportion variable. Alors donnons quelques exemples. Par exemple, un sol sec, c'est bien pour la lavande et pour pas mal d'herbes aromatiques, le thym, le romarin, toutes ces choses-là qui ne doivent pas être dans un terrain humide, sinon les racines pourrissent. Un terrain humide, par contre, est favorable à la menthe. Alors pour le pH, ça va d'acide à basique, en passant par neutre. Alors acide, on a tout ce qui est plantes de terre de bruyère, donc bien sûr la bruyère, les azalées, les rhododendrons, les camélias aussi. Tout ça, ce sont des plantes qui aiment les terrains acides. Et puis à l'inverse, on a des plantes comme les rosiers ou la vigne qui préfèrent le calcaire et un terrain un peu basique. Naturellement, le sol tend à devenir légèrement acide avec le temps. Donc souvent on parle d'amender le sol, de rajouter un peu de chaux ou mieux de cendre de bois pour rétablir le côté neutre du terrain, corriger un petit peu l'acidité. Mais si on aime les plantes de terre acide, il faut garder son acidité bien sûr. La teneur en nutriments. Les sols pauvres sont appréciés des oignons par exemple, les sols riches des choux. La plupart des plantes potagères aiment bien les sols riches, ou moyens au moins, mais plutôt riches, et aussi riches en matière organique souvent. On peut mettre du compost sans que ça les dérange. On a vu aussi dans une petite vidéo courte que l'ortie aimait beaucoup la matière organique en cours de décomposition et que donc elle appréciait énormément ma partie, mon tas de mauvaises herbes tout juste reconverti en plate-bande. Ensuite, on a la texture. Donc, dans les sols sableux ou limoneux, on peut trouver par exemple la petite pomme de terre de Noirmoutier qui pousse très très facilement dans ces sols faciles à pénétrer. Et au contraire, les sols argileux, alors ça c'est favorable plutôt pour les arbres ou les rosiers aiment bien ça, les terres argilo-calcaires en particulier. Lors de l'acquisition d'une plante, vérifiez toujours que les préférences de la plante se retrouveront dans votre jardin. Et attention aux mentions supporte sur les étiquettes, supporte le calcaire, supporte la sécheresse, parce que ça veut dire que la plante, bien sûr, survivra dans ces conditions, mais comme ce ne sont pas les conditions optimales, elle sera moins belle que si elle avait le terrain vraiment qui lui allait. En particulier, ne faites pas de collection de rosiers en terrain acide, même si on peut vous dire que si vous rajoutez du calcaire, ça peut marcher. Et inversement, ne planifiez pas un bosquet immense de rhododendrons dans un terrain calcaire, même si on vous dit qu'il suffit de rajouter de la terre de bruyère et qu'ils seront bien. Parce que ce sera jamais aussi bien que dans un vrai terrain acide, et en plus, quand les racines de la plante auront atteint les limites de votre fosse de plantation pleine de terre de bruyère, les racines se retrouveront en terrain calcaire et là ça leur ira pas du tout. Donc on voit qu'il y a une relation entre la nature du sol et l'espèce végétale. Et comme chaque plante est associée à un type de sol, connaître le sol vous permet de bien choisir vos plantes, en sachant qu'elles seront belles parce que vous avez le terrain qui leur convient, et inversement, connaître les besoins des plantes sauvages que l'on voit dans le jardin permet de déduire la nature du sol en dessous et donc ensuite de choisir les bonnes plantes. On dit que ces plantes sauvages-là peuvent être bio-indicatrices. On en verra quelques-unes en fin de vidéo. Bon, plus on va, moins c'est simple. On a maintenant compris que le sujet du sol était quelque chose de très complexe. Donc comment faire, nous, concrètement, quand on a un jardin, pour obtenir un sol équilibré? On ne peut pas tricoter soi-même les mycorhizes pour relier les plantes, on ne peut pas ordonner aux bactéries de faire monter l'eau du sol, on ne peut pas dresser les vers de terre pour qu'ils aillent aérer la terre autour des racines. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, par chance dans le jardin, le mieux qu'on puisse faire, c'est de s'abstenir de faire. On laisse faire les professionnels, on laisse faire ceux qui savent et on se contente de les aider, de les protéger, de leur créer un environnement propice pour qu'ils puissent faire vivre tout ça. Et les actions, elles, sont vraiment très faibles. Vous verrez ce qu'on peut faire juste pour arranger le sol et comment, surtout, ne pas l'abîmer lorsqu'on intervient pour y mettre un petit peu notre patte, parce que c'est quand même un jardin, c'est pas la nature sauvage. Comment obtenir et entretenir un sol équilibré au jardin?
Tout d'abord, le sol a besoin d'air. Il faut donc éviter de le compacter. Il ne faut pas le piétiner partout. Il ne faut pas utiliser de motoculteur qui ferait une semelle entre le sol et le sous-sol, empêchant les échanges. Et il ne faut pas travailler le sol lorsqu'il est gorgé d'eau, car il est alors plus sensible au compactage. Il faut attendre qu'il soit ressuyé, comme on dit, c'est-à-dire que l'eau se soit bien incorporée partout. Il faut utiliser des allées au lieu de piétiner partout. Et on utilise des passe-pieds aussi entre les rangs, si on a des potagers, etc. Ensuite, le sol a besoin d'être couvert en permanence. Il ne faut pas mettre la terre à nu sur de grandes surfaces. Il faut laisser les plantes sauvages tant qu'on n'a pas besoin de la place pour autre chose. Elles se chargent elles-mêmes d'équilibrer le sol. Et si on a dégagé le sol, on le couvre avec du paillage, des épluchures, des plantes fauchées. Et on peut aussi utiliser le semi-direct que moi je vais tester dans mon jardin cette année. Ensuite, le sol a besoin de faire des échanges entre ses couches, comme on a vu, et donc celles-ci doivent être dans le bon ordre. Pas de bêchage qui retourne la terre, on utilise plutôt une grelinette ou une fourche bêche, qu'on utilise à ce moment-là comme une grelinette aussi, pour retirer des plantes indésirables et aérer la terre si besoin. Il faut penser aussi à l'étagement de la végétation, les plantes herbacées, sous les vivaces, sous les arbustes et sous les arbres, car les racines plongent à différentes profondeurs et favorisent ainsi les échanges et la tenue du sol en plus. Et enfin, la vie du sol a besoin d'être encouragée et protégée. Donc la seule chose qu'on puisse faire pour le sol, une chose active, c'est de mettre un petit peu de matière organique sous forme de compost en surface. On ne l'intègre pas, on le met en surface et les petits organismes se chargent eux-mêmes de l'intégrer au sol. Et par contre, on fait attention à ne pas mettre de produits chimiques et pas de choses polluantes. Par exemple, les vieilles huiles de friture ou de moteur, on ne les jette pas dans le jardin, c'est pas du tout un endroit pour ça. Et on ne met pas d'insecticides chimiques non plus. On peut aussi encourager et protéger la vie du sol en laissant en place des tas d'herbes, des tas de feuilles, des tas de bois et de branchages et des petites zones sauvages, entre guillemets, même petites. Tous ces principes sont valables pour les jardins. Dans les pots, quand on cultive sur un balcon, une terrasse et une petite cour, les choses sont un petit peu différentes. Il faut garder ces principes en tête parce que ça marche quand même un peu pareil, mais on va voir maintenant comment ça diffère et donc quelles sont les actions à mener pour essayer de garder un bon sol pour nos plantes en pot. La profondeur du sol, d'abord, elle est limitée, bien sûr. On n'a pas la roche-mère, le sous-sol anaérobie et puis le sol aérobie. On n'a que du sol aérobie, on va dire, avec peut-être du drainage au fond et c'est tout. Donc, il faut faire attention à certaines plantes résistantes à la sécheresse, comme par exemple la vigne ou laurier rose. Quand on a des plantes comme ça dans le jardin, on sait très bien qu'il ne faut pas les arroser, ça ne sert à rien. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans le jardin, elles n'ont pas besoin d'arrosage car leurs racines plongent très profond. Alors que si on les met dans un pot, elles ne peuvent pas aller chercher l'eau seules dans les profondeurs, donc on a besoin de les arroser un petit peu. Sans faire stagner l'eau, bien entendu, puisque c'est des plantes qui n'aiment pas ça généralement. Ensuite, il faut faire attention à la température. Les contrastes de température sont bien plus forts dans un pot, parce que le pot lui-même est entouré de vide, alors que dans un jardin, le sol est toujours plus à l'abri, surtout quand il est très vivant. En hiver, la terre peut geler elle-même, alors que ça n'aurait été pas le cas dans un jardin. Donc on protège le pot lui-même avec un voile de forçage, et pas seulement la plante. La chaleur, c'est la même chose. On peut ombrager le pot avec des canisses sur le pourtour du balcon ou autour du pot jardinière s'il fait trop chaud. Ensuite, pour tout ce qui est des échanges entre les couches, effectivement, il n'y a pas de couche. Tout est un sol arable. Donc il faut veiller soi-même à maintenir la structure aérée. S'il n'y a pas de vers de terre, il y en a rarement. On régule l'eau soi-même en arrosant et en apportant du drainage régulièrement. Le drainage, on l'apporte une seule fois, on met du drainage au fond du pot, des billes d'argile ou des petits graviers. Et on nourrit le sol en changeant régulièrement la terre ou en surfaçant, c'est-à-dire qu'on enlève juste la surface du pot et on y met un petit peu de compost ou de terreau neuf.
Alors pour la couverture du sol, dans un jardin, c'est beaucoup le paillage et puis les feuilles mortes et puis les plantes elles-mêmes. Dans les pots, généralement, c'est seulement les plantes qui couvrent le sol. Sauf dans les très grands pots jardinières, on peut pailler un petit peu entre les plantes avec des copeaux de bois ou un paillage d'hiver quand les plantes sont petites encore. Mais en règle générale, c'est la végétation qui fait couverture. Donc il ne faut pas hésiter dans les pots et les jardinières à mélanger plusieurs espèces de différentes tailles et de formes pour qu'elles se complètent les unes les autres et qu'elles couvrent bien le sol, qu'elles le protègent bien. On peut mettre des petites herbacées qui vont un peu retomber sur le pot, sur le côté du pot, et puis une autre plante qui va plutôt monter et ombrager. Voilà. Alors ensuite, pour ce qui est de la protection du sol, il faut penser que si vous êtes sur un balcon ou sur une terrasse, en hauteur, il y a souvent plus de courants d'air, de vent que dans un jardin. Et donc la terre à la surface du pot peut se dessécher plus vite et la plante souffrir plus de courants d'air. Donc ce qui est pas mal, c'est de rapprocher les pots pour qu'ils se protègent les uns les autres et mettre les plantes qui craignent le vent à l'abri de celles qui le craignent moins. Donc en conclusion, c'est beaucoup plus complexe de cultiver en pot qu'en pleine terre, car en pot, le jardinier doit prendre en charge ce que la nature fait toute seule dans le jardin. Mais bon, si on veille à ces petites choses-là, c'est tout à fait possible d'avoir un sol équilibré et en bonne santé dans les pots. Voilà, j'espère que vous avez tous survécu à cette partie théorique. Nous allons maintenant passer dans mon jardin. Et je le rappelle, c'est un jardin qui est très jeune quelque part puisqu'il a été terrassé entièrement en 2018, même si c'était un jardin plus ancien. Et donc, il est intéressant parce que le sol est en train de se reformer lui-même et je laisse beaucoup la nature faire elle-même comme vous allez le voir. C'est parti, on va au jardin. On commence par interroger les plantes. Alors, le mouron blanc, c'est censé être une plante de terrain basique, légèrement sec, plutôt argileux, riche en nutriments et pauvre en matière organique. Alors, c'est une plante qui est arrivée cette année seulement sur un terrain qui l'année dernière était occupé seulement par les kénopodes blancs qu'on verra après. Et donc le terrain a évolué après cette première plante pionnière qui était le kénopode qu'on voit ici. Et donc voilà l'apparition du mouron blanc après. Le kénopode, lui, même chose, hein, ça révèle un terrain plutôt argileux, riche en nutriments, pauvre en matière organique aussi, légèrement sec et plutôt neutre, alors que le mouron blanc plutôt basique. Mais on voit qu'il est avec le pourpier. Et le pourpier aussi, c'est comme le même sol que le kénopode, sauf que ça révèle un sol plutôt basique. Donc voilà, on est entre un sol neutre, on va dire, et basique. Sur ce terrain qui donc il n'y avait que du caillou l'année dernière. Donc petit à petit se forme l'aspérulodorante. Alors ça c'est curieux parce que c'est une plante de sous-bois dans un autre coin du jardin où là il n'y a pas du tout d'ombre. Et en fait ça s'explique parce que jusqu'à récemment il y avait un énorme poirier à cet endroit-là et d'autres plantes qui ombrageaient l'endroit. Et donc en fait on avait une ambiance de sous-bois avec un sol qui correspondait à ça. Et je pense que c'est les résidus de cette période-là. La spirule, elle révèle un sol plutôt neutre, moyen en nutriments et moyen en matière organique aussi. Donc on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Donc il y a des argiles un petit peu moins que dans ma première parcelle. Mais voilà. Alors la spirule, elle ressemble beaucoup au gaillet gratteron. C'est la même famille. Qu'on trouve beaucoup dans les jardins, le gaillet gratteron, mais qui s'accroche partout, qui s'accroche à vos vêtements quand vous passez, alors que la spirule, elle est complètement lisse. Donc, c'est comme ça qu'on la différencie aussi. Alors, la grande oseille, elle révèle un sol en équilibre, plutôt sec, avec des argiles et assez pauvre en matière organique. Donc là, c'est une autre parcelle encore. Et on voit que pour toutes ces parcelles, à chaque fois, je prends en compte les plantes qui sont en grande quantité. Sinon, c'est pas assez fiable pour faire un diagnostic. Il faut que les plantes soient en grande quantité et là vous les identifiez et avec ça vous pouvez aller ensuite sur Tela Botanica, sur l'e-flore. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour voir quels sont les besoins de ces plantes et pouvoir ainsi déterminer quel type de sol vont avec.
Alors des arbres pour aller profond. Moi j'ai gardé 3 petits agrumes qui avaient l'air de rien, qui étaient repartis du pied. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner même comme fruit. Et je les ai gardés pour la simple et bonne raison que c'était quasiment les seuls arbres sur la parcelle. Donc ça permet d'avoir des racines qui vont profond et qui donc permettent de faire des échanges entre les différentes couches. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo, de faire remonter l'eau des profondeurs en été, d'aider à l'intégration de l'eau en hiver dans le sol, etc. Et évidemment, les échanges de nutriments aussi. Alors la microfaune, on va explorer un peu les tas de mauvaises herbes. Ça, c'est un tas récent de mauvaises herbes. Donc mauvaises herbes, c'est toujours, bien sûr, c'est juste des herbes au mauvais endroit, quoi, mais elles servent. Dedans, on y voit déjà des petites limaces. Donc là, c'est un tas très très récent. Mais on y trouve déjà aussi, on n'a pas très bien vu, là il y a un petit cloporte. On y trouve aussi déjà des premiers champignons. Je vous ai dit dans la vidéo qu'il y avait des champignons et des bactéries spécialisées pour défaire le carbone. C'est celles qui peuvent faire la fin d'azote quand il y a trop de carbone à défaire et qu'elles sont obligées de prendre l'azote dans le sol. Et donc ces petites bactéries, enfin ces petits champignons font des moisissures blanches sur les branches qu'elles sont en train de défaire. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Alors ça, c'est un deuxième tas de mauvaises herbes, avec là beaucoup de carbone justement. Donc on voit des feuilles mortes et des tiges ligneuses. Et quand on ouvre, donc le tas est plus ancien et un peu plus humide, on voit des petits cloportes qui s'enfuient. Et quand on ouvre, on voit là les moisissures blanches. Alors je suis désolée, la vidéo bouge beaucoup, il faudrait que j'ai un pied, enfin quelque chose. Là aussi encore les moisissures blanches, donc ça qui sont spécialisées dans la décomposition de la lignine, donc tout ce qui est ligneux, tout ce qui fait du bois. Alors, on trouve aussi toujours les petits cloportes, donc ça c'est les petites bestioles qui découpent les gros morceaux en plus petits morceaux assimilables ensuite par les vers de terre. Et on trouve aussi des larves. Alors ça c'est une larve de cétoine. Les larves de cétoine, elles mangent la matière organique en cours de décomposition, donc on la trouve souvent dans le compost. Elle est très très bien, on la reconnaît parce qu'elle a des pattes courtes. Vous voyez, elle a des pattes courtes et un petit visage orange petit. Contrairement au hanneton qui lui peut manger les racines et qui a des longues pattes et une grosse tête. Mais on le trouve rarement dans le compost. Alors ici, c'était mon tas de mauvaises herbes de l'année dernière. Donc il reste juste un peu de litière que j'ai lissé. Et en dessous, on voit un troisième stade de décomposition, après les deux autres tas. Et là, on y voit les vers de terre. Donc les vers de terre, ils passent après les autres, après les larves, après les petits cloportes, pour manger ce que les autres auront découpé en petits morceaux et en faire quelque chose de très 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 bien pour les plantes. Donc juste sous la litière, on a des petits vers qui mangent la litière à l'horizontale, qui restent là, et puis il y en a d'autres dans le sol, mais on ne va pas trop creuser, qui eux vivent dans le sol et vont chercher les nutriments en surface pour ensuite les ramener dans le sol et les manger dans le sol. Bon, je les embête pas trop, mais voilà, on en voit un là, un ou deux. Ça commence, ça se fait très très bien. Bon, on n'embête pas les vers de terre, c'est eux qui travaillent, on les laisse tranquilles. Et on voit que je laisse pousser plein de petites herbes, elles recommencent. Là, c'est un endroit où j'ai mis des framboisiers, donc ça les embête pas qu'il y ait des petites choses petites en bas. Alors les seuls travaux intrusifs que je fais, puisque je vous ai dit qu'il fallait éviter de remuer le sol, c'est d'enlever les grosses pierres et les gros bouts de béton qu'il y a, puisque mon terrain a servi largement de chantier et de décharge aussi pendant je ne sais pas combien d'années. Donc voilà, des bouts de plastique, des bouts de fer, une vieille semelle de chaussures et puis malheureusement aussi beaucoup de verre. Alors le verre, c'est ce qui me force à porter des gants en permanence quand je jardine, même si parfois pour semer, etc., c'est quand même mieux d'avoir les mains nues. Mais au maximum, je mets des gants à cause de ça. Voilà, les seuls travaux intrusifs. Et on voit en dessous qu'il y a la roche-mère qui affleure à certains endroits dans mon jardin. C'est pour ça aussi qu'on a fait des terrasses.
Et pour finir, cette petite plante qui était juste là, regardez, elle a des nodules sur les racines. C'est une plante qui est fixatrice d'azote grâce aux bactéries qui adorent ces nodules. Donc voilà, je voulais vous la montrer parce que c'était l'occasion et je l'ai replantée tout de suite après la vidéo et du coup elle va très bien. C'est tout pour ce petit tour de jardin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous regarderez désormais le sol d'un autre œil. Bienvenue aux abonnés, aux nouveaux abonnés. On n'est pas loin de 100 maintenant. Merci à ceux qui partagent et vous pouvez aussi maintenant soutenir la chaîne directement par un petit don si vous avez envie, si vous en avez la possibilité. Ça aide toujours. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le cycle des jardins de résistance. Et en attendant, jardinez bien. Salut!